sujet l'écrivain amateur d'art Philippe Solers, ce gros plan sur le sexe féminin dans son intimité le représente grandeur nature, frontalement. Là, il n'y a pas de censure. Hein. On ne peut pas le manquer, même en se cachant les yeux. Ça saute aux yeux, à moins d'être aveugle ou un fiéfier distrait. Adepte du réalisme de l'art, là je demanderai des précisions à Thierry, Courbet voulait peindre, ouvrez les guillemets, sans mentir, c'était son slogan, et sans céder à l'hypocrisie de la bonne société de son siècle, qui tolérait le nu, mais sous couvert académique ou en essayant de... en brouillant les pistes, j'allais dire, c'est-à-dire avec des scènes mythologiques ou historiques pour mieux se rincer l'œil, mais avec une bonne conscience et sous la libye de la culture. Alors, Courbet exécute la toile en 1866 à la demande d'un riche collectionneur ottoman qui s'appelle Khalil Bey, qui a réuni à son domicile parisien une collection dédiée au corps féminin. Donc il n'y a pas que seulement Courbet, là il y a collection très privée, et qui n'est pas à être destinée à être montrée au public, mais seulement à quelques VIP, invités, initiés. C'est un diplomate, hein, je crois, Bey, et derrière un rideau vert. Donc la censure est toujours là, d'une certaine manière, ou du moins se veut discrète. Alors, commentaire de Courbet aux visiteurs de Khalil Bey. Ouvrez les guillemets, vous trouvez cela beau, et vous avez raison. Gustave prêche pour sa paroisse. Mais peut-être que il y a une question qui fait couler beaucoup d'encre. C'est pas la question esthétique, c'est la question du voyou-voyeur, journaliste, etc., mais du public. Qui a donc pu poser pour ce tableau de nu? Évidemment. Très probablement, alors on trouve évidemment, en cherchant par élimination, c'est la jeune Irlandaise Johanna Ifferman. Courbet avait fréquemment recours à ses services à cette époque, et alors évidemment les mauvaises langues, les langues de pute étant ce qu'elles sont, on dit elle a sans doute été son amant. Il n'y a pas seulement qu'à M. Macron qu'on trouve des amours hors. Et là aussi, donc vous avez la presse à scandale qui s'en empare, hein, qui essaie de trouver, etc. En 1868, Khalil Bey doit vendre sa collection pour éponger ses dettes de jeu. Acquis par des marchands d'art, le tableau est revendu en 1910 au baron hongrois François de Hatvany, qui le soustrait à son tour au regard, comme par hasard. Hein. C'est-à-dire toujours ce mécanisme de censure à l'aide d'une autre œuvre de Courbet, le château de Blomet, qui coulissassieusement par-dessus, selon que l'on veut l'admirer ou le cacher. Donc là, vous avez encore tout le striptisme, mais là, c'est un striptisme aussi professionnel, c'est-à-dire qu'on voile et dévoile, etc. Au fond, vous retrouvez aussi, à la limite, et là, ça n'engage que moi, spécialiste d'Héraclite, le mot d'Héraclite, dans un de ses fragments, le roi dont l'oracle est adepte ne nie ni ne cache, mais seulement signifie. Qu'est-ce que signifie ce jeu de cache-cache? Alors, après, ça se complique, et c'est intéressant parce que Lacan rentre en scène. Et là, évidemment, en 1955, Jacques Lacan l'achète à son tour. Il fait confectionner un nouveau cache, baptisé Terre érotique, une peinture de Masson qui reprend, en les tirant vers l'abstraction, les lignes de force de l'origine du monde. Alors, évidemment, toujours, c'est un public trié sur le volet des happy few ou des VIP qui sont conviés à l'admirer. Donc, Picasso, Le monde est petit, Duchamp, ou encore Marguerite Duras. Alors, l'origine du monde, alors, passe est cédée en dation, au moment de la division au musée d'Orsay, peut-être parce que les gens n'arrivent plus à payer leur... Alors ça, c'est le problème qui dépasse
atterrit au musée d'Orsay en 1995, est cédé donc par les héritiers de Lacan, qui veulent se débarrasser, parce que des fois des héritages, surtout d'art, qui sont pour les héritiers, c'est dur, il faut suivre. Donc, et les aventures du tableau, évidemment, sont désormais visibles par tous. Mais elles ne sont pas pour autant terminées. C'est un véritable feuilleton. La dernière en date, peut-être certains d'entre vous l'ont eu, c'est la plasticienne, c'est paru dans la presse à une époque, luxembourgeoise, Déborah de Robertis, qui a tenté le 20 mai 2014 de réaliser au musée d'Orsay une performance devant la toile. On s'en souvient un peu, bon, c'est anecdotique, mais ça a fait un scandale aussi. C'est pas seulement le tableau, c'est bon. Et c'est là qu'on voit que la notion de scandale, c'est aussi très... il faudrait bien analyser ça, et Thierry a commencé d'ailleurs, au cours de laquelle cette plasticienne luxembourgeoise se proposait d'adopter la pose en vrai, c'est-à-dire comme du modèle peint. Alors évidemment, voilà, c'est-à-dire inactif, voilà. Et donc évidemment la police est intervenue, scandale, la direction de l'institution en plus ne désavouait pas totalement l'artiste, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de consensus dans le dissensus, comme dirait Machiavel. La plasticienne disait mais le musée comprend bien, et elle se disait prête même, elle persistait et signait, elle se disait prête à recommencer si on l'y invitait poliment. Donc voilà, donc vous avez un exemple aussi de scandale à rebondissement à travers d'une œuvre. C'est-à-dire qu'on passe du tableau qui paraît évidemment un peu plus... Et après, c'est tout ce qui est autour, au fond. Et c'est peut-être intéressant aussi de voir ça. Vous avez alors, bon, on va passer de quelque chose aussi qui est un grand classique que vous avez avec Géricault, 1791-1822, le fameux radeau de la Méduse, qui a été peint, je crois, en 1819. Donc on va faire passer, mais qui est archi connu, à savoir le 2 juillet 1816, la frégate la Méduse, orgueil de la marine française, en route vers Saint-Louis du Sénégal, s'échoue par temps clair sur un banc de sable au large de la Mauritanie, avec à son bord 400 passagers. Un tiers d'entre eux sont abandonnés sur un radeau de fortune de 20 mètres sur 7, qui dérive pendant 13 jours. Et alors, à bord, il y a peu d'eau douce, peu de vivres, mais beaucoup de vin qui contribue à échauffer les esprits. Il y a des bagarres qui éclatent dans la promiscuité ambiante, il y a des malades et des blessés qui sont jetés à la mer, les naufragés s'entretuent pour survivre. Le tableau va essayer de prendre une certaine scène à un certain moment, un moment qui est aussi dramatique, c'est-à-dire au moment où ils ont l'espérance d'être secourus. Donc on se résout, alors là c'est un peu comme les rugbyman qui ont échoué en avion à la Cordillère des Indes il y a quelques décennies, là où on est obligé, des catholiques rugbyman argentins sont obligés de manger la chair pour survivre de leur propre compagnon. Là c'est la même chose, mais quelques siècles auparavant. Les naufragés s'entretuent pour survivre, on se résout vite à consommer de la chair humaine prélevée sur les cadavres. Donc le 17 juillet, donc 15 jours après, 1816, donc ouais, 15 jours après le naufrage, c'est bien ça, l'Argus, l'un des 3 vaisseaux qui accompagnaient la Méduse, le radeau donc passe à proximité et lui porte secours. Et c'est, si je ne m'abuse, c'est là que le peintre essaie de saisir, au fond, essaie de saisir cet instant entre désespoir et espoir où les gens se manifestent. 15 naufragés seulement réchappent. Là, je suis les historiens. 5 succombent rapidement. Les témoignages de 4 d'entre eux bouleversent l'opinion publique française et font scandale.
l'affaire devient politique. L'officier fautif et incompétent commandant la Méduse, chassé de la marine, est condamné à 3 ans de prison. Mais ce drame maritime n'est pas le simple fait d'un homme qui n'a pas navigué depuis 20 ans, mais du fait du roi aussi, mais d'une décision politique de réintégrer des vétérans de la marine d'Ancien Régime restés des royalistes fidèles. Alors la critique se divise. Là, il y a une ligne de... C'est presque comme du temps de Dreyfus, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Il y a une fracture politique qui s'instaure, qui joue avec le scandale, effectivement, et avec l'opinion publique, entre les journaux royalistes et ceux de l'opposition, qui est souvent d'ailleurs déterminante. La presse là, joue son rôle d'attiseur, de contre-pouvoir, mais aussi les premiers vilipendent, critiquent le tableau de Géricault. Les seconds, évidemment, dans l'opposition, c'est toujours la même chose, en louent les qualités, la maîtrise académique du jeune artiste qui a commencé son tableau au lendemain de cette tragédie maritime en s'y donnant corps et âme. Alors, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, même si c'est pas, il faut mieux le voir en grandeur nature au Louvre, l'artiste a sciemment, Géricault donc a sciemment représenté le moment où les naufragés aperçoivent de loin l'Argus, celui qui doit les secourir, et tente évidemment de s'en faire remarquer, c'est-à-dire par tous les moyens à bord, si j'ose dire. Et au sommet de cette pyramide humaine, le peintre a placé, alors là vous constaterez, un marin à la peau noire, qui semble, si on en croit le tableau, plein de force, et qui est en fait comme un messager d'espoir, tourné vers l'avenir. Alors, évidemment, ça va faire causer, ça, cette histoire-là. Le fait qu'il soit noir et qu'il soit... Alors, on a cru voir dans ce choix un manifeste alors, de la part du peintre qui est dépassé, bon, comme d'ailleurs, c'est comme, bon, par exemple, quand je parle, vous interprétez mes propres paroles, mais je suis dépassé par mes propres paroles. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un roman qu'on lance aussi, chacun interprète. Le mot de Nietzsche, il n'y a pas de vérité, tout est interprétation. Et donc, on prête au jeune artiste, qui pensait remporter un vif succès en présentant ce tableau, sa propre création, au salon d'août 1814, cette immense toile qui est consacrée à ce fait divers qui a marqué son époque et qui a défrayé la chronique et divisé les esprits. Et le bateau est rebaptisé Scène de naufrage en raison de l'effervescence politique et le scandale qu'il a suscité et le fait qu'il est loin de faire l'unanimité, contrairement à ce que pensait Géricault. Alors, son évocation irrite le roi Louis XVIII, qui voit une affaire scabreuse, voire une affaire personnelle, voire une attaque. C'est vrai qu'il est coupable, il a donné, parce que le commandant de cette frégate était royaliste, et qui n'avait pas navigué pendant 20 ans, il lui a donné la permission de naviguer, alors qu'il manquait, disons, de pratique. Et donc, on soupçonne le roi dans cette affaire, au fond, et le scandale est là, on lui dit, le roi n'aurait-il pas favorisé dans ce naufrage, dans cette triste affaire, les royalistes fidèles, sans trop se soucier de leurs compétences réelles, et ça, vous voyez ça dans tous les ministères, dans la distribution des postes, surtout en fin de mandature, vous avez la même chose, et de leur expérience professionnelle. C'est-à-dire, c'est pas à chacun selon son mérite, mais c'est plutôt à chacun des copains qui... et plus encore à travers cette aventure symbolique et macabre dont témoigne ce chef-d'œuvre, parce que ça restera un chef-d'œuvre, qui s'impose tout de même comme je ne sais pas, le conservateur du Louvre, mais comme un des fleurons du Louvre, ce sont aussi d'autres fantômes qui vont ressurgir, qui font retour. C'est-à-dire comment un peuple plus civilisé
et le plus cultivé du monde, si l'on en croit la rumeur flatteuse, a-t-il pu régresser vers la barbarie et la sauvagerie à tel point de manger de la chair humaine? Et la question est posée aux Français par ce drame de la Méduse et ses multiples récits, représentations, interprétations, dans un très beau et saisissant livre d'histoire. Ça s'appelle « Les naufragés de la Méduse » de Jacques-Olivier Boudon, qui est paru chez Belin en 2016. Et ça ne manque pas d'actualité parce que, avec ces naufrages à répétition dans la Méditerranée, vous pouvez imaginer aussi tout ce qui peut se passer. Même des reporters aussi intrépides se mettent là. Vous avez au fond une belle, peut-être métaphore, hélas tragique, de ce qui se passe actuellement avec... Tu veux commenter? Non. Si tu veux. Non. Ça me fait penser à Rodin et sa porte de l'enfer, et donc au rapport entre un sujet scabreux, érotique, plein de sens, et en partie des images criantes, hurlantes, aveuglantes, existentielles, bataillelles avant l'heure, parce que tu as le thème aussi de Ugolin dévorant ses enfants, c'est un thème donc issu de l'enfer de Dante, qui a illustré Carpeau en premier. Donc Ugolin, c'est un prisonnier pisan, je crois, un prisonnier des Florentins, et il a dû, en fin de compte, dévorer une partie de ses enfants, au moins le bras d'un de ses enfants, à la demande des enfants eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé entre la légende et le fait historique. C'est comme Chronos. Oui, sauf que c'est situé quand même dans l'histoire, c'est évoqué par Dante. Alors bien sûr, parce qu'il y a des dévorations comme tête mythologique, c'est encore autre chose, même si ça peut être lié, mais comme source d'inspiration, donc c'était peut-être visible, effectivement, pour Carpeau. Donc Carpeau, on a fait une représentation, Carpeau, artiste officiel de Napoléon III, et inspirant Rodin, qui d'ailleurs ne s'en est pas très bien sorti directement, mais ce qui m'a frappé, donc la porte de l'enfer, je croyais que c'était un thème, au fond, qui est romantique, d'une certaine manière, que Rodin reprenait, mais en fait, c'est une commande du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, qui lui-même avait sauvé la carrière, en fin de compte, de Rodin, parce que je ne connaissais pas tellement sa vie. Il a été reconnu à 40 ans, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il continuait à travailler sur des faïences, ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. Il a raté 3 fois l'entrée des Beaux-Arts. C'était aussi un scandale artistique, là, hein. Duchamp aussi a raté l'entrée des Beaux-Arts, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a du ressentiment, il y a des choses comme ça. Voilà, non mais enfin bon, c'est un regret des Beaux-Arts après, parce que du coup, c'est des institutions qui en ont été marquées définitivement. Alors que moi, les impressionnés sont plus rentrés et bénéficié de la bienveillance et de la tolérance esthétique de certains patrons des Beaux-Arts, comme Gustave Moreau, par exemple. Gustave Moreau avait donc des artistes de la modernité picturale. Or, qu'est-ce que je voulais dire? Rodin, donc, faisant son nu, qui avait fait scandale aussi, il pensait réussir à entrouvrir les portes des institutions, donc du salon et du reste. Donc le salon lui-même l'a critiqué parce que ce nu, qui est donc l'âge des reins, vous voyez un petit peu peut-être ce nu-là, surnommé l'âge des reins, a été considéré comme un simple surmodelage fait à partir d'un modèle vivant, donc aucun travail de modelage à proprement parler. Et ce surmodelage, donc, est une négation complète de la création, donc presque un ready-made, hein, parce que c'est des techniques, c'est pas du tout le cas, mais il a failli être refusé, donc définitivement proscrit des institutions, et peut-être, voyant sa vocation enrayée, définitivement. Or, il a été défendu par ce secrétaire d'État aux Beaux-Arts, qui lui a permis, entre autres, de se défendre, en montrant le modèle, en faisant un vrai moulage du modèle, donc de lui-même, pour le comparer avec ce qu'il en avait fait artistiquement. Et puis, du coup, il y a eu la commande, très rapidement, de la porte de l'enfer, et c'était un petit peu quelque chose qui ressemble aussi, d'une certaine manière, au Tombeau de Jules II de Michel-Ange, une œuvre qu'il n'a jamais pu achever, d'autant plus que son inspiration a évolué. C'est-à-dire qu'il avait voulu représenter Dante, donc là encore un sujet littéraire très fort, Dante, très. Et puis c'était le poète, puis c'est devenu le penseur en réalité. Et ça a été arraché, c'était une petite maquette, c'est devenu quelque chose, plus personne ne pense à la porte de l'enfer, sauf à le rappeler. Bon, bien sûr, penseur, donc évocation, beaucoup d'écrivains, beaucoup de philosophes et beaucoup d'historiens d'art, mais en définitive, on sait que c'est plus une plastique particulière qu'il a mis au point, enfin une certaine gestualité
et de la pose et de la facture, matière, enfin, c'est quand même peut-être le premier sculpteur gestuel. Je suis assez étonné d'ailleurs que les spécialistes ne le rappellent pas ou ne l'évoquent pas, dans la mesure où il laisse les traces de facture, les traces du modelage. On a des boulettes qui restent, on a les instruments avec leurs rayures qui marquent, voire même des morceaux comment on appelle ça, d'armature de la sculpture, hein, qui ont été moulés et puis ensuite tirés en bronze. Donc c'est vraiment un travail de forme qui s'éloigne progressivement du sujet. Ça vaut aussi pour le baiser. Le baiser, c'était encore un thème très sensible, très romantique. C'était deux amoureux. C'est très beau d'ailleurs littérairement. Hein, une performance pourrait être faite, hein, enfin, sauf qu'elle se termine mal. Donc c'est deux amoureux, Paolo et Francesca. C'est encore Dante qui la rappelle, qui tombent amoureux l'un de l'autre en se lisant les amours de Lancelot et Guenièvre. Et au moment donc où ils se découvrent eux-mêmes amoureux à la lecture de ceci, il y a le beau-père qui vient les tuer. Il vient les tuer en même temps d'un même coup. Donc il meurt au moment où il découvre littéralement cette mise en vue. Ça a été peint par Ingres, c'est un très beau sujet littéraire, un sujet pictural. Ça devient le baiser. Vous voyez, on ne peut pas imaginer une scène. Un artiste contemporain, ça peut être fait, on pourrait le faire d'une manière beaucoup plus proche du grand Guignol, ou quelque chose de marqué du côté donc, de la chair blessée, de la chair... C'est tout le contraire, là, en l'occurrence. Donc, progressivement, on a plutôt une image du bonheur, donc, et non pas du malheur, qui semble être aussi des marques de fabrique d'un certain art contemporain. Alors, je ne crois pas que l'art est automatiquement lié à la souffrance, comme le pensait Adorno. C'était une question, surtout après la guerre. Un art authentique devrait toujours montrer une certaine forme de souffrance dans sa création. Là, au contraire, de la part de Rodin, on a une sensualité, un plaisir du corps et de sa représentation. Donc, une pulsion positive, je dirais, non malheureuse. Son expressionniste n'est absolument pas torturé. Alors, il a fait scandale aussi avec son Balzac, parce que la représentation, c'est une commande de la Société des Amis de Balzac, et sa représentation était tellement loin, effectivement, d'un portrait assez réaliste. Donc là encore, effet plastique provoquant un refus, parce que la représentation et l'image étant directement atteintes, tel que s'en faisait, selon l'idée que s'en faisaient les admirateurs peu modernes de Balzac. Donc il y a eu effectivement une grande difficulté à imposer cette sculpture. Mais il est frappant de voir que la porte d'enfer, du coup, il n'a pas pu vraiment la terminer. Ce qu'on a sous nos yeux, c'est une reconstitution d'après des dessins, ce que je ne savais pas, parce qu'il l'a exposé lors de l'exposition universelle 1900 dans son pavillon d'Allemagne qu'il avait construit pour présenter les choses, et il a arraché en fin de compte la plupart des pièces, ce qui faisait presque une sorte d'abstraction, ce qui permet d'ailleurs à certains commentaires aujourd'hui de dire qu'il a aussi anticipé une certaine abstraction sculpturale. Enfin, c'est pour vous dire à quel point l'autonomie de la plastique, en tout cas, ou du processus créateur, vers la forme, vers une affirmation. Alors là aussi, le problème du collage, du fragment, on place Rodin sous le signe du fragment, donc quelque part des pièces d'anatomie, d'une cruauté de la chair. Je ne crois pas du tout, c'est au contraire quelqu'un qui fait des assemblages techniquement, c'est-à-dire on voit très bien d'ailleurs dans cette exposition, donc je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, je vous invite à voir, on voit très bien que ça relève du processus créateur, plutôt une volonté de création sérielle. Vous savez, toute la question de la série des meules de foin, ou de la série la série, par exemple, parolienne en général, c'est tout la même chose, parce que la série est liée à une étude de variation de lumière, alors que la série parolienne est un concept de représentation et de dispositif. Et cette différence-là est sûrement marquée pour qu'on voit la chose également chez Rodin, qui, ému effectivement par une source d'inspiration sensuelle et pratiquée, putain, un grand amoureux, avec un grand amour qui plus est, celui avec Camille Claudel, mais cet amour-là n'est pas au centre de sa création. On peut toujours en parler, on peut écrire des livres, ce n'est pas au centre de sa création, c'est bien une forme qu'il a mis au point et qui a révolutionné jusqu'à certains points d'ailleurs. Vous pourrez voir dans cette exposition la volonté là aussi de créer une légitimité, donc l'art contemporain est très représenté dans une salle et même au début, donc on met des œuvres contemporaines à côté des Rodin pour montrer une continuité. Or, ça n'a strictement rien à voir, je vous invite à regarder, ça avait déjà peu à voir avec ses premiers disciples, Mayol, qui était lui aussi pour une certaine sensualité, et surtout Bourdelle, qui en fin de compte revient vers une sculpture primitive, paradoxalement plus statique dans la facture, vers effectivement cet art, non pas néoclassique des années 20 ou 30, mais enfin quand même plus rigide, plus hiératique. Donc absolument pas dynamique, en mouvement, et donc il n'a pas de descendant, c'est très frappant, c'est-à-dire que la sculpture gestuelle apparaît avec Rodin et se termine presque avec lui. Sinon peut-être avec Bazit, il y a quelques, ou je crois que c'est Bazit qui a fait les choses, et à peine, parce que c'est vraiment très dégrossi. Et alors qu'il y a au contraire un processus de légitimation et la volonté de s'approprier son œuvre dans ce genre d'exposition qui vise au contraire à faire disparaître la différence entre art moderne
et art plastique même, et art conceptuel, ou art moderne plastique et art contemporain tel que je définis. Ce qui quand même aussi ne pas faire comment dire, honneur à l'art contemporain lui-même, à son sens premier. Moi je propose de désaffilier, de le marquer comme un art issu, comme l'a rappelé Duchamp, donc de la littérature. Lui voulait d'ailleurs, en tant que peintre, être davantage inspiré par la littérature que par un autre peintre. Vous voyez, et puis sa source d'inspiration, c'était quand même, comment s'appelle-t-il, cet écrivain Raymond Roussel, hein, sa fameuse représentation de son grand vers, hein, son fameux grand vers est directement inspiré d'une représentation théâtrale de Raymond Roussel. Voilà, donc il faut marquer la source d'inspiration littéraire de Cabaret aussi, ou de La Fête à Neuneu, qui plaisait aux surréalistes, hein, comme source d'inspiration, ou le romantisme aussi, au sens allemand du terme, comme source d'inspiration de l'art contemporain. Et donc on peut voir là aussi le départ entre un sujet effectivement très, très frappant, bien que pour nos yeux d'aujourd'hui, surtout si on ne connaît pas l'histoire, on voit des morceaux de peinture. Géricault, c'est la possibilité de peindre à travers ce sujet-là, à la manière de qui? Peut-être de Caravage, en fin de compte, ils avaient tous ces molénales dans les yeux. Mais bon, le faire par un sujet dit romantique, une imagerie romantique très forte, mais parce que moi je crois qu'il n'y a même pas de peinture romantique, d'ailleurs Delacroix se considérait comme un classique. Par contre, il y a une imagerie romantique. Tout le monde était orientaliste à l'époque, c'était pas la question d'ailleurs, mais comment peindre comme Rubens? C'était la question, comment peindre comme Titien, et comme les Espagnols, Velázquez ou Goya. Et effectivement, des morceaux de peinture qui sont montrés là, plus qu'une grosse chaussette, effectivement, qui choquait d'ailleurs dans la présentation de ce Géricault. Il y a des détails un peu saugrenus qui gênaient aussi par rapport aux morceaux de bravoure académique de l'époque. Voilà, donc, parce que je ne connaissais pas effectivement cette restauration réversible, tout à fait étonnante du tableau de Roger van der Weyden, enfin, du triptyque du jugement dernier de Roger van der Weyden. Alors, on pourrait évoquer effectivement quelque chose de plus célèbre. Oui, mais c'est beaucoup moins connu que les cachex qui ont affublé le jugement dernier de Michel-Ange à la Sixtine. D'autant plus que c'est une commande vraiment officielle du pape, je crois, Jules II, qui là n'a pas souffert de censure, bien au contraire. Il a fallu un changement de pape et l'intervention donc d'un disciple, Daniel de Walter, qui a bien fait les choses proprement, et la restauration des années 80-90, initiée par Jean-Paul II, n'a pas été jusqu'à retirer les feuilles de vigne et les voiles pudiques sur les chairs de Michel-Ange. Bon, voilà. Bon, je vous ai choisi on est, bon, ça va, pas à moitié du parcours. Le bal de l'opéra, histoire de varier les plaisirs, avec le peintre. Et parce qu'il y a un côté philosophique là-dedans, où l'on découvre ce qui se trame derrière les apparences. Alors, vous avez un premier, le bal de l'opéra 1866, qui est au musée Carnavalet à Paris, d'Eugène Giraud. Et vous avez celui qui est évidemment beaucoup plus connu d'Édouard Manet, qui est au National Gallery of Art de Washington, qui date de quelques années plus tard, je crois de 1873. Donc là, la fête bat son plein. Et les mines sont réjouies, donc c'est le bal de l'Opéra de Paris, qui est l'un des moments forts du carnaval. Le déguisement y est de rigueur. Mais si les participants s'y bousculent et attendent avec impatience l'événement, ce n'est pas seulement pour se divertir. Donc il faut dépasser les apparences. Il faut, à travers ces tableaux, enfin il y en a d'autres, mais bon, c'était pour mettre en valeur celui d'Édouard Manet. Au XIXe siècle, le bal se déroule tous les ans, j'essaie de vous restituer, à l'opéra, et on y danse la valse, mais aussi le cancan, qui ne s'appelle pas encore le franche cancan, où des demoiselles légères lèvent bien haut la jambe. Alors, ce soir-là, le jour du bal de l'opéra, tout est permis. Alors, vous avez toute la bonne société parisienne qui se bouscule, évidemment, qui veulent profiter de l'occasion pour tromper les apparences. Alors, quand on examine les tableaux, c'est pas aussi simple, hein, à moins de l'examiner. Ayez un œil attentif et pas distrait pour essayer de trouver où va naître le scandale là, dans ces tableaux. Ce fameux bal
inspire bien des artistes. Bon, j'en ai choisi deux, dont Manet, évidemment, comme Manet. Dans son tableau célèbre datant de 1873, les hommes sont encore plus nombreux que dans celui d'Eugène Giraud, peint 7 ans auparavant, qui circule aussi, qui est moins connu évidemment. Mais ça forme une marée de redingotes et de chapeaux de forme. Alors, à côté, évidemment, vous avez remarqué, il y a des femmes peu vêtues, enfin peu, oui. Le contraste, évidemment, est saisissant, voire, dirais, non seulement saussure, signifiant. Sur la gauche de son tableau, Manet peint 3 messieurs agglutinés autour d'une jeune fille. De sa bouche vermeille, qui échappe, qu'on voit à travers son masque noir, qui échappe au masque noir, qui lui dissimule le haut du visage, cette jeune fille fait une moue faussement offensée. C'est un homme sans gêne, un peu machiste, qui vient de lui empoigner un sein. Alors, comme dirait Schopenhauer, que citait Nietzsche, et qui s'inspire de la mythologie indienne, le voile de Maya se déchire. C'est-à-dire que la vérité nue s'enfare, le vrai visage du bal, de l'opéra se révèle. Si tant d'hommes, bien mis dans tous leurs atours et dans toute leur richesse, se pressent pour cet événement mondain chaque année, ce n'est pas pour la danse, ni pour le plaisir. Alors c'est pourquoi? Pas pour le plaisir de se déguiser, pas seulement pour le plaisir de se montrer. Ils savent que sous l'anonymat du masque se cachent des femmes qui elles aussi viennent pour une raison précise. Elles cherchent celui qui pourra les entretenir. Vêtus de leurs plus beaux habits, les hommes du monde entrent dans leur jeu et affichent donc publiquement leur compte en banque fort bien garni en principe, sauf s'ils trichent, évidemment. C'est toujours un risque. Le message est clair. Donnez-vous à moi, j'ai de quoi payer la vie dont vous rêvez. Ainsi, derrière ce que les peintres qui essaient de saisir cet événement mondain essaient de voir, ainsi derrière les masques et les déguisements, Manet, entre autres, avec son talent, que n'ont pas d'autres peintres, nous montre un bien triste bal social entre, j'allais dire, c'est moi qui commente, entre lutte de classe et société du spectacle. On est loin du conte de fées et du prince charmant dont ces jeunes filles ont été peut-être bercées dans leur tendre enfance. Donc vous voyez là, au fond, il faut dépasser, vous retrouvez le mythe de la caverne, il faut dépasser ces illusions, il faut arriver à essayer de voir la signification. Et c'est pas facile, hein, quand vous avez une première interprétation du tableau que vous passez, et là, évidemment, c'est plus facile quand on met... C'est-à-dire que souvent, j'aurais pu, effectivement, si j'avais eu le temps, vous cadrer le tableau de telle manière, avec un effet zoom. Et là, vous auriez vu cette main sans vergogne qui s'empare du sein. Et donc là, évidemment, ça se dévoile. Mais c'est pas du tout facile pour quelqu'un qui regarde en passant et qui regarde son tableau, vous passez très vite. Hein. Et donc là, effectivement, le scandale naît de ce... Mais le scandale n'est pas facile, il faut le trouver, là. C'est pas aussi évident que quand vous contemplez l'origine du monde de Gustave Courbet. Là, on va compliquer un peu les choses et devenir de plus en plus philosophique et entrer dans le séminaire de Jacques Lacan des années 1970 avec Foucault, Lyotard, Badiou, etc. Et alors là, vous avez Velázquez et les fameuses Ménines.
Où est donc passé le sexe de l'infante? Alors vous avez deux significations du tableau, qui vont en deux piliers de la pensée contemporaine, Lacan et Foucault, qui vont s'opposer lors d'un séminaire. Et j'ai eu le privilège d'y assister avec Badiou, Lyotard, Catherine Clément et d'autres, par hasard. Où est passé le sexe de l'infante? Et d'ailleurs, je crois que Catherine Vaquès-Clément, dans ses mémoires, ou dans un autre de ses bouquins, La putain du diable, qui pour elle c'est la raison, selon les Indiens, elle raconte la scène aussi avec sans phare et sans censure. Où est donc passé le sexe de l'infante, s'interroge Jacques Lacan, en plein séminaire dans les 70s, en regardant ce fameux tableau, qui malheureusement n'est pas assez bien rendu là, à travers ses photocopies, mais enfin peu importe, le tableau de Velázquez. Fameux... Au premier rang, debout, vous avez l'infante, entourée de ses suivantes, les Ménines, d'un gros chien paisible, d'une naine en vert du Gadin, c'est-à-dire, vous savez, ça met en forme, là, c'est le noir et blanc. Au deuxième rang, vous avez le peintre. Alors là, c'est aussi, il y a une espèce de... Là, on pourrait faire aussi d'auto-miroir. Tient un pinceau posé sur sa tablette. Il y a un peintre qui tient devant un chevalet géant, vous me direz si je me trompe, hein, j'ai essayé de... dans lequel il vient de travailler. Sur le côté à droite du célèbre tableau de Velázquez, vous avez une religieuse aussi, hein, un seigneur aussi. Au fond, dans l'encadrement d'une petite porte, où à peine reflété, absent, et parce qu'il est absent, puissant, contraignant, aveuglant, la main sur la chambranle, un homme s'apprête à sortir. Bon. Mais le peintre, la naine, le chien, le seigneur, la nonne, les suivantes, l'infante, tout ce beau monde n'est rien au regard d'un miroir minuscule suspendu au mur, au fond. Alors, sur 31 pages, dans Les mots et la chose, 100 000 exemplaires vendus, un succès de librairie, Michel Foucault transforme ce fameux tableau de Velázquez en représentation politique. À l'aide d'un style qu'il définit lui-même, ouvrez les guillemets, comme un langage gris, anonyme, toujours méticuleux et répétitif, pour Foucault, le vague reflet des souverains invisibles, leur présence évidée sur le tableau, les regards fixés sur cette troublante invisibilité du visible et de l'invisible, tout dans ces Ménines représentait, et ça, bon, c'est sa thèse de Foucault, les structures du pouvoir, à la fois le côté visible et invisible du pouvoir. Donc là, alors, pourquoi c'est la structure du pouvoir? C'est de suivre Foucault, c'est pas toujours facile. À peine reflété, absent, et parce qu'il est absent, un peu comme le désir, pour trouver le thème du désir dans le banquet de Platon, cette présence, structure, absence que Lyotard a très bien analysé aussi. Bon, ça me revient comme ça. Bon. À la fois, parce qu'il est absent, il est puissant, contraignant, aveuglant. Le reflet du couple absent est le centre philosophique du tableau. Alors, la démonstration était si claire, la rigueur si précise, l'écriture si parfaite et l'idée si profonde qu'on sortait, là je cite Foucault, hein, qu'on sortait enchanté de ces superbes pages. La critique touchait la cible en plein cœur. Alors ça c'est Vaquès-Clément, l'agrégé de philo normalienne qui commande ça. Politiquement irréprochable, le livre de Michel Foucault atteignait les sommets de l'art. Et elle, en plus, elle est très férue de Lacan, de psychanalyse, hein, Clément. Pour l'avoir subi, Alors, elle sait très bien, Clément, je vous signale, elle aussi, elle a sévi avec la bénédiction, d'ailleurs, de Jacques Chirac et d'autres, influencée aussi par Claude Lévi-Strauss au musée du Quai Branly, évidemment, c'est elle qui a
qui a fait, même elle tenait à un moment un séminaire aussi là. Et puis il y a aussi dans ce tableau les monstres apprivoisés, l'énorme chien au premier plan, le grotesque visage de la naine, guère plus haute que la fillette, mais adulte et difforme. Bon, cette cour royale a à la fois un côté monstrueux aussi, mais c'est aussi les monstres du pouvoir. Là, Foucault boit du petit lait. La cour n'existe pas sans ces monstres. Donc, et on était tous d'accord, Foucault avait parfaitement expliqué ce tableau de Velázquez. Alors, en plein séminaire, lorsque Lacan annonça qu'il avait sa propre vision de la fameuse toile de Velázquez devant Foucault, qui était là, donc auditeur comme Badiou, Lyotard et quelques autres, dont votre serviteur, on se demandait bien pourquoi tout semblait avoir été dit et bien dit dans les mots et les choses. Le mercredi suivant du séminaire, puisque le mercredi avait lieu, et d'ailleurs ça changeait, ça allait de Normal Sup d'ailleurs même à Sainte-Anne, à un moment, d'ailleurs quand on faisait des visites, nous, jeunes étudiants, etc., avec Mademoiselle Lampérière, quand on voyait Lacan, on pouvait, malgré son nœud papillon, on pouvait croire qu'il était aussi fou que les fous. C'était un autre langage, mais ça c'est là qu'on se rendait compte aussi que Foucault avait raison, qu'au fond, le passage entre la raison et la folie, etc., là c'était, effectivement, la frontière était très très ténue, le moins qu'on puisse dire. Donc, le mercredi suivant, Foucault va au séminaire de Lacan. C'est-à-dire qu'il se dégonfla pas. Mais, malgré tout, il était comme un boxeur. Là, c'est moi qui commente un peu, envoyé aux journalistes, mais tout de même, il s'installa menton bas, appuyé sur les mains, attendant ce qui allait revenir. Il n'a pas été déçu du voyage. Là, c'est moi qui commente. La représentation avec nœud pape de M. Jacques Lacan en prime commença. Lacan se lança avec son jeu. Alors, bon, je suis incapable de l'imiter, mais avec des longs compliments très sophistiqués, avec des racines grecques, latines, a démontré que le sujet du tableau n'était pas, sans jamais citer Foucault, ce qui était le comble du vice aussi et de la malice, n'était pas le centre du tableau, mais le tableau lui-même. Le centre du pouvoir, mais le tableau lui-même. Donc, il va s'attaquer, il va dire, la philosophie, c'est bien joli, et là je cite Lacan, mais quand la chose avec un C majuscule chez lui, traite l'inconscient sur le tableau de Velázquez, elle échappait à l'université, donc à M. Foucault aussi, fût-ce sous sa forme la plus brillante. Là, fin de citation de Lacan. Commente avec. Et alors, évidemment, Catherine Clément aussi commente ça. Hein, donc, elle compte les points. Elle est comme... Et reprenant une de ses méditations favorites, Lacan évoque que d'après lui, comment dire, il évoqua que d'après lui, j'arrive pas, et il dit, tu ne me vois pas, doute, je te regarde. Il essaie de voir au fond qu'il y a une position, il interprète les Ménides à sa façon, c'est-à-dire que Foucault en tirait un brillant argument, mais en négligeant, voilà, la thèse de Lacan, en négligeant la personne du peintre Velázquez. Sur le prétexte que le peintre était lui-même représenté dans le tableau, Foucault, et c'est la critique de Lacan, faisait l'impasse sur l'histoire de Velázquez, sa vie, ses idées, ses désirs. Donc là, Lacan, évidemment, prend Velázquez sous son vivant, et il essaie de faire parler son inconscient. D'où le premier titre donné par Velázquez au tableau, qui est vrai, là, Lacan s'appuie sur une vérité historique, ce n'était pas l'Huménide, mais c'était la famille au roi, qui en disait long sur les fantasmes du peintre. Ce n'était pas du tout, donc, soutien Lacan, thèse contre thèse, ça on peut discuter,
ce n'était pas du tout la représentation du pouvoir politique, c'était un gynécée, l'appartement des femmes. Bon, là, évidemment, là, il se met sur son terrain, et c'est comme Foucault dans sa structure du pouvoir. Le regard de Foucault, et là je peux aussi témoigner, s'assombrit. Note Clément, car il avait compris que le bon docteur Lacan allait saper la thèse du philosophe Foucault. Lacan ne s'arrêta pas là. Aucun peintre ne peint sans désir, disait-il. Et le désir de Velázquez se cachait dans sa toile, selon le principe freudien de la devinette cachée dans les rêves. Lacan enchaîne alors sur les lois du nombre d'or. On était complètement paumés. C'était un côté alchimiste là-dedans, là il fallait le suivre, auquel obéissaient les œuvres à l'époque de Velázquez. Ça, historiquement c'est vrai, je me suis un peu renseigné. Visiblement, il avait potassé l'histoire de la peinture, note avec malice. Catherine Clément, qui participait aussi au même séminaire, mais qui était muette, mais qui a des bons souvenirs. Puis il se mit en devoir, toujours Lacan, de tracer sur la reproduction des Ménines les lignes géométriques qui illustraient ses propos, que vous pouvez... Donc, alors il va cadrer. Hein. Regardez bien, disait Lacan en pointant sa bâtine sur le tableau, c'est-à-dire qu'on avait une leçon de choses, voire une leçon, j'allais dire pas de sexologie, mais où se trouve le centre géométrique d'après le nombre d'or des Ménines de Velázquez. Croyez-vous qu'il soit situé sur le miroir du fond? Mais pas du tout, dit Lacan. Voyez-vous même, là, oui, là, sous le jupon de la petite infante, à la place de son sexe invisible. Et donc il faisait, il jouait avec le nom. Évidemment, semblait-il insinuer avec à la fois son inimitable sophistication et son inimitable malice. Imaginez le sexe de la fillette sous le verre du gâteau. Ce n'est pas donné à tout le monde, commande Clément. Et le vieux Lacan de glosser sur les censures inconscientes qui pourraient empêcher, pas seulement Michel Foucault, mais tout autre universitaire, de songer au sexe des filles. Le désir, répétait Lacan, le désir du peintre n'est pas forcément celui du philosophe, de Platon dans le banquet. Le désir, ce n'est pas de la sagesse, la conclusion de Lacan. Le menton de Foucault, et ça on peut en témoigner, s'enfonçait. Au fur et à mesure de la démonstration implacable de Lacan, on ne revit plus Foucault au séminaire de Lacan. Alors, quelle est la moralité de cette histoire? Parce que c'est beau, hein, de raconter la morale. Bon, c'est tenté qu'il y ait une morale. Au fond, et là, on se rend compte que Nietzsche est très fort. Il n'y a pas une vérité, que ce soit artistique ou autre. Il y a des interprétations. Et là, vous avez deux interprètes fameux qui se livrent à quelque chose de... Et il l'interprétait, évidemment. Foucault ne s'en prenait pas fondamentalement... Lacan ne s'en prenait pas fondamentalement à Foucault, comme tête de Turc. C'était un des participants fidèles et attentifs et brillants du séminaire. Il interprétait simplement le tableau à sa façon, de psychanalyste, roué, doué, cultivé, et selon ses critères qui n'étaient pas politiques, comme celui de Foucault, mais psychanalytiques. En ce sens, contre Badiou, Lacan montrait qu'il n'y avait pas de vérité éternelle. Ça, c'est un mythe platonicien. Il était nietzschéen aussi, comme je peux l'être, comme je le suis. Il n'y a que des interprétations. C'est comme le reporter sur le terrain.
qui va voir, suivant qu'il est de telle idéologie ou de telle de l'humanité ou de valeur actuelle, va avoir une vision, même propos politique ou une même vision de la guerre, une vision totalement décalée et différente. Vous avez au fond ça. Alors, ça pose une question très intéressante. C'est pour ça que j'ai voulu terminer, et j'en resterai là, moi, pour ma part. Au fond, comment regardons-nous un tableau? C'est la question fondamentale. Comment? Il est évident que Thierry ne regarde pas, en tant que peintre féru d'histoire de l'art, de la même manière que chacun d'entre nous, et je ne m'exclus pas. Et même si moi j'ai déjà un autre regard, plus voyou-voyeur de journaliste, etc. Donc déjà c'est encore un autre. Mais quels sont les éléments sur lesquels notre œil s'attarde? Au fond, il s'agit de sonder la manière dont nous admirons l'œuvre. La couleur est-elle primordiale dans cette perception? On peut se poser des questions. Préférons-nous nous attarder sur les formes ou sur les volumes? Pour répondre à cette question, et là je redeviens journaliste, j'ai chopé une dépêche qui tombait il y a quelques semaines ou quelques jours. Une équipe de chercheurs français a développé l'ICONICAT, avec un K. Une application chère au sociologue Mathias Blanc, chercheur au CNRS, est testée actuellement au musée du Louvre-Lens, qui permet au public de pointer les zones marquantes d'une œuvre. Alors, cette application, donc ICONICAT, est installée dans les salles de la grande exposition intitulée au musée du Louvre, le mystère de Le Nain, qui est présenté jusqu'au 24 juin 2017. Environ 600 visiteurs, enfants et adultes, vont participer à cette étude expérimentale. Intéressante, on ne sait pas ce que ça va donner. 7 tableaux ont été sélectionnés de Le Nain, devant lequel chacun, participant à cette expérience, équipé d'une tablette tactile, sur laquelle il y a une reproduction de l'œuvre, est affichée. Et donc ils sont invités, tous les participants sont invités à montrer sur l'écran les zones, personnages, objets, éléments du décor qui attirent leur attention. Alors l'intérêt, il y a eu déjà, au niveau de l'œil, déjà il y avait, là, Thierry pourra peut-être en développer, là j'atteins mon seuil de Peter, mais l'intérêt de ce nouveau système, ce CONICAT, est que le cobaye, entre guillemets, les 600 cobayes, là, n'expliquent pas ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils n'essaient pas de conceptualiser à travers le langage. Et ils le montrent. Et c'est différent, hein, en étant actif aussi. Donc, puisque c'est avec le doigt, si j'ai bien compris le dispositif, que le cobaye délimite sur l'écran de la